Nouvelle session de l'information sur Eden TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Voici le sommaire. Remise officielle du rapport de la commission d'études de la création d'une force unique pour la sécurité ce mardi au chef de l'État, Patrice Talon, au Palais du Peuple de la Présidence. Vous aurez les détails dans un instant. Sit-in ce mardi au ministère des Affaires étrangères, les travailleurs réunis au sein du syndicat national des diplomates, interprètes, traducteurs, personnel administratif et technique, syndicat MAE, dénoncent selon eux la mauvaise gestion du ministre Agbenochi. Hors du Bénin, un symposium international sur le football africain s'est ouvert au Maroc ce mardi. La réforme de la principale compétition du continent, la Coupe d'Afrique des Nations, est au cœur des échanges. Merci de nous préférer. Remise officielle du rapport de la commission d'études de la création d'une force unique pour la sécurité ce mardi 18 juillet dans la salle du peuple. Dans la salle du peuple du palais de la présidence, le général Félix Ressou, président de la commission, a remis le document au président de la République, Patrice Talon, en présence des membres du gouvernement, des autorités à divers niveaux, de la gendarmerie et de la police nationale. Une feuille de route qui contient entre autres les mots qui minent l'organisation et le bon fonctionnement de ces deux corps, les suggestions et perspectives pour la mise en œuvre de la force unique de sécurité, une unité qui aura pour nom police républicaine. Cette réforme vise non seulement le bien-être des citoyens béninois, mais aussi un réel changement de comportement des forces de l'ordre. On écoute ici un extrait des déclarations du président de la commission, suivi du premier rapporteur et celui du chef de l'État. La force unique de sécurité intérieure, FUSI, se révèle être la condition première, la composante déterminante de la dynamique des mutations qualitatives qui fondent et fécondent le développement intégral durable que le programme d'action du gouvernement projette dans un avenir très proche pour notre pays. La Commission a retenu pour la force unique de sécurité intérieure le statut paramilitaire. La force unique de sécurité intérieure telle que conçue ne disposera ni du droit syndical ni du droit de grève, mais il y sera institué des délégués de personnel qui sont les représentations des différentes catégories de personnel au sein de cette force. 3. De la dénomination de la nouvelle force. La force unique de sécurité intérieure sera dénommée police républicaine. 4. De la participation à la défense opérationnelle du territoire et de l'exercice des fonctions de police aux armées. S'agissant des dispositions à prendre pour réaliser une fusion harmonieuse, la Commission suggère la création de la police républicaine, la dissolution de la police et de la gendarmerie nationale, le reversement des personnels des deux institutions dans la police républicaine, le reversement des patrimoines matériels et immatériels des deux institutions à la police républicaine. En ce qui concerne l'élaboration des textes législatifs et réglementaires assignés à la Commission, 6 avant-projets de loi, 16 avant-projets de décret et un avant-projet d'arrêté ont été élaborés. Comme vous le constatez, les défis à relever au travers de ce projet de création d'une force unique de sécurité intérieure sont importants, si tant est que notre pays veut jouer pleinement sa partition dans la lutte contre les fléaux qui sont désormais sans frontières. Je compte sur la disponibilité de chacun de vous afin qu'au-delà de la présente cérémonie de remise de rapport, le travail de concrétisation démarre dès maintenant avec la feuille de route que vous proposez. À cet égard, les décisions appropriées seront prises par le Conseil des ministres à temps. Des propos recueillis par Carole Olaye et Fréjus Fiossi. Les travailleurs du ministère des Affaires étrangères ont organisé ce mardi un sit-in réuni au sein du syndicat national des diplomates, interprètes, traducteurs, personnel administratif et technique du ministère des Affaires étrangères, syndicat MAE. Ces travailleurs dénoncent
disent-ils, la mauvaise gestion du ministre Aurélien Agbenonchi. Selon Daouda Draman, secrétaire général du syndicat MAE, le ministre viole les tests qui régissent le ministère des Affaires étrangères. Écoutons ici ses propos au micro de Laurent Roland Tonekes et Fréjus Fiossi. Le code d'éthique et de déontologie du diplomate, le meilleur test proposé par le professeur Théodore Olo au moment où il était ministre des Affaires étrangères, ce test est violé par le ministre des Affaires étrangères. L'arrêté numéro 8 portant mouvement diplomatique, encadrement du mouvement diplomatique, c'est l'honorable Nassirou Arifari Bako qui a proposé cela. Le ministre des Affaires étrangères est venu, il a violé lui-même le décret qu'il a pris, le premier décret portant AOF. Il a violé à plusieurs reprises. Même la semaine passée, il a violé ces tests-là encore. En nommant dans les conditions illégales un inspecteur général pour le ministère. Donc, nous voyons que le ministre qui doit être celui qui va nous apprendre à respecter les tests, c'est lui-même qui viole ces tests-là. Le statut général de la fonction publique, avec tous les tests et toutes les décisions qui l'ont modifié, c'est violé. Pour renvoyer un agent, il y a une procédure à suivre. Soit c'est une procédure disciplinaire, soit c'est la volonté de l'agent. Un agent qui est recruté pour servir aux affaires étrangères ne peut pas être renvoyé parce que le ministre ne veut pas le voir. Ce n'est pas possible. En rappelant, je dis toujours, les cadres, ça c'est une grande violation. Même les droits humains sont violés là. Les gens sont là, vous vous levez parce que vous ne voulez pas d'eux, vous les rappelez. Sans motif. Sans motif valable. Sans justification. C'est ça que nous refusons. Nous avons déclaré cette semaine des manifestations. Nous voulons travailler, c'est pourquoi nous ne voulons pas d'abord aller en grève. Nous cherchons du travail. Nous voulons travailler, alors qu'en violant les tests, on nous empêche de travailler. Nous réclamons cela et nous savons que demain, le même exercice va être répété jusqu'à ce que le ministre, jusqu'à la fin de la semaine, s'il ne réagit pas, qu'on puisse prendre d'autres dispositions. Et nous les gardons d'abord, cette disposition secrète, pour que ça soit quand même quelque chose de bien suivi le moment venu. Tout comme le brevet d'études du premier cycle BEPC, le baccalauréat 2017 a connu un taux d'admissibilité largement supérieur à celui de l'année précédente, qui est de 41,78%. Un état de choses qui a forcément une explication. Que comprendre alors de cette évolution tant sur le plan quantitatif et qualitatif? Quelques enseignants rencontrés apprécient ce score obtenu. Ils sont au micro de François Roumbé-Dereto et Fréjus Fiossi. Cela se justifie par le fait qu'il y a moins de grèves, il n'y en a pas eu du tout. Cela a permis la stabilité. Cette stabilité a permis aux étudiants de travailler dans la quiétude, ce qui a donné les résultats que nous observons aujourd'hui. Et cela ne veut pas dire que, du point de vue qualité, tout a changé. Non, il faut une réforme de fond pour que nous puissions arriver à redorer les blasons de notre pays en matière de qualité. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, ces résultats sont flatteurs. Le simple fait que de 30% à 41% au-delà, ça peut donner à penser que nous avons évolué, alors que du point de vue qualité, ce n'est pas encore cela. Vous savez, le Béninois est un être exceptionnel. Il a fallu que les résultats de l'année passée donnent ce visage-là pour que chacun de nous se prenne au sérieux. Là, les parents et puis les apprenants. Là, ils ont compris que au bout de l'effort, il y a la réussite. Donc, je tiens beaucoup à les remercier du fait qu'ils soient beaucoup plus concentrés, conscients de ce que nous leur disons en classe. Et c'est ça qui a donné le fruit que nous avons là. Et quand on a été une fois et ça n'a pas marché, il faut se reprendre au sérieux. Et il faut serrer la ceinture. Et normalement, ça doit marcher. Et c'est ce qui s'est passé. L'année dernière, ce n'était pas très reluisant. Et tout le monde a compris. Et parents, et apprenants, et enseignants, et décideurs. Tout le monde a mis la main à la pâte. On a mis un peu plus de sérieux dedans.
Et voilà, là où nous en sommes, environ 42%, je crois que c'est très intéressant. Il y a toujours eu du sérieux, mais vous savez que quand on est menacé, le sérieux c'est particulier. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais connu un taux aussi bas et ça a surpris tout le monde. Et on s'est dit, ben, les choses ont changé. Puisque les choses ont changé, il fallait que tout le monde se prenne davantage au sérieux. Il faut qu'on corse la note. C'est ce qui a été fait et je crois que c'est là où nous en sommes maintenant. Actualité à Ouida, cérémonie d'ouverture ce mardi des travaux de l'atelier de formation des prêts de département sur le guide méthodologique d'analyse des plans de développement communaux. 2 jours d'assises pour actualiser le système béninois de décentralisation et permettre aux préfets des 12 départements du Bénin d'avoir un meilleur plan de développement communal pouvant faciliter une croissance à la base. Suivez ici au micro de Kano Mbedereto Fréjus Fiossi les propos du directeur général des collectivités locales et le directeur adjoint de cabinet représentant le ministre de la décentralisation. Du ministère en charge du plan avait initié en lien avec la direction générale des collectivités locales les stratégies de développement, les stratégies sectorielles, la stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté, SRP, qui sont elles aussi actualisées. La seconde raison est relative au contenu des PDC. En effet, depuis la première jusqu'à la deuxième génération des plans de développement communaux, le contenu de ces documents souffre de certaines insuffisances quant à l'approfondissement des thématiques et de leur arrimage aux orientations nationales et stratégies sectorielles. Il s'est donc avéré nécessaire de revoir les différents critères d'analyse des dits PDC afin qu'ils soient de véritables outils de planification et de développement à la base. La troisième raison est relative à la prise en compte des aspects liés aux nouveaux défis de développement durable à la base. Et la quatrième raison porte sur l'appropriation et la maîtrise du guide par les utilisateurs que sont notamment les préfets de département, leurs collaborateurs au niveau donc de la préfecture et les directeurs du plan et de développement au niveau donc des départements. Autant de raisons qui ont permis donc de rendre disponible une nouvelle version du guide méthodologique d'analyse des PDC de 3e génération, outil essentiel dont ont besoin les préfets et leurs collaborateurs, comme je le disais tantôt, pour approuver les PDC déjà réalisés à nos jours par plusieurs de nos communes. Ces réflexions ont permis d'identifier les critères, les normes d'analyse des PDC pouvant garantir leur mise en cohérence avec les orientations nationales et les stratégies sectorielles. En effet, il n'y avait aucun document du genre permettant aux préfets, présidents des conférences administratives départementales et conseil départemental de concertation et de coordination d'approuver les PDC élaborés par les communes conformément aux lois numéro 97-028 et numéro 97-029 du 15 janvier 1999 portant respectivement organisation de l'administration territoriale et des communes en République du Bénin. Ces différentes réflexions et travaux ont abouti à l'élaboration déjà en 2008 d'un premier guide méthodologique de mise en cohérence des plans de développement communaux avec les orientations nationales de développement. Ce guide a été vulgarisé et approprié par les différents acteurs préfectoraux et départementaux à travers tous les départements du Bénin. Au Rwanda, l'agriculture représente 31% du PIB, mais emploie plus de 80% de la population. Depuis quelques années, pour diversifier ce secteur et augmenter la valeur de ses exportations, le pays mise sur des cultures non traditionnelles, géranium, patchouli, pyrètre. Ces plantes sont transformées en huile essentielle puis exportées principalement à destination de l'industrie de la cosmétique de luxe. Reportage. Nicolas Itimana est un pionnier. Il y a une dizaine d'années,
il s'est lancé dans la production d'huiles essentielles au Rwanda, un choix stratégique. Nous savons quand même que c'est un pays qui ne touche pas sur l'océan. Alors, avoir une culture à haute valeur, c'est plus intéressant parce qu'on peut même mettre 100 kg, 50 kg sur un avion pour Afrique du Sud ou États-Unis. Ça vaut le coup. Depuis, l'entreprise a prospéré et emploie aujourd'hui une centaine de personnes. Des techniciens, mais aussi des agriculteurs qui sont passés d'une culture vivrière à des plantations de géranium, de patchouli et de citronnelle. La matière première est ensuite distillée dans cet alambic géant. Chaque litre vaut plus de 200 $. On a fait une distillation de 200 kg et la distillation, ça prend à peu près 4 heures. C'est ça, et on sait qu'après 4 heures, il n'y a plus d'huile dans la biomasse que vous voyez ici. C'est d'ailleurs ce que vous voyez là, c'est ce qu'on a. C'est de là où on a tiré seulement les 600 millilitres. Production annuelle, environ 1 tonne. Cette huile essentielle est vendue à l'étranger pour l'industrie de la cosmétique de luxe. À Kigali, le bureau rwandais de certification teste tous les produits destinés à l'export. Miser sur une forte valeur ajoutée, c'est aussi une stratégie nationale. On ne peut pas rivaliser en termes de quantité, mais on peut rivaliser en termes de qualité. On peut même être aussi rentable que ceux qui produisent à grande échelle, mais avec une qualité inférieure. Autre production innovante dans laquelle le Rwanda s'est lancé, le pyrètre, un insecticide naturel transformé sur place. De quoi compenser le manque de terre dans un pays déjà surpeuplé. L'accès à Internet a été rétabli lundi en Somalie après une coupure de plus de 3 semaines. Cette panne technique a été provoquée par un porte-conteneur dont l'ancre avait rompu un câble optique reliant ce pays de la Corne de l'Afrique au reste du monde. Reportage Horacia Djodji. L'accès à Internet a été rétabli lundi en Somalie après une coupure de plus de 3 semaines provoquée par un porte-conteneur dont l'ancre avait rompu un câble optique reliant ce pays de la Corne de l'Afrique au reste du monde, a annoncé le gouvernement. La plupart des 6,5 millions d'habitants au sud et du centre de la Somalie avaient vu leur accès à Internet coupé, ce qui s'était traduit par des pertes économiques estimées par le gouvernement à 10 millions de $ par jour. L'accident avait eu lieu le 24 juin quand l'ancre du porte-conteneur, sans doute le MSC Alice battant pavillon panaméen, avait accidentellement rompu le principal câble optique reliant la Somalie au reste du monde. Aujourd'hui, après 23 jours, c'est comme un jour de fête parce que l'Internet est de retour. Nous étions dans l'obscurité pendant environ 22 jours de panne d'Internet dans toute la ville. Cela a eu un grand impact sur les médias parce que les gens ne pouvaient pas envoyer les sujets vidéo. Nous avons été gravement touchés par la panne d'Internet. Vous comprenez, aujourd'hui, nous célébrons parce que l'Internet est de retour. Ce blackout avait compliqué un peu plus la vie des Somaliens, dont près de 2 millions fuyant la guerre, ont créé à l'étranger une diaspora qui gagne de l'argent qu'elle envoie ensuite au pays. L'Internet est précisément ce qui relie ces Somaliens de l'extérieur à la Somalie. La Banque mondiale estime à 1,4 milliard de $ par an le montant des versements de l'étranger, soit un quart du PIB national. En Afrique du Sud, les anciens de Mandela ont défilé dans les rues du Cap à l'occasion des célébrations de l'anniversaire de Nelson Mandela ce mardi 18 juillet. Regroupés au sein de Global Elders, une organisation non gouvernementale, des personnalités publiques reconnues comme hommes d'État, activistes politiques pour la paix et avocats des droits de l'homme, rassemblés par Nelson Mandela en 2007, ont célébré par cette marche Mandela Day, célébrée le 18 juillet. Le football africain se réunit mardi et mercredi au Maroc. Une grande messe de la Confédération africaine de football consacrée notamment à une réforme de la principale compétition du continent, la Coupe d'Afrique des Nations CAN. Ce symposium international sur le football africain s'est ouvert à
Chikirat, près de Rabat, avec la participation de nombreuses personnalités du monde du football. Suivons à ce propos Ahmad Ahmad, président de la CAF, et Gianni Infantino, FIFA. La CAF, notre CAF, votre CAF a un besoin urgent de vitalité. De nouvelles règles de travail, de mise en place de nouvelles procédures pour se régénérer, pour se donner de nouvelles ambitions, pour bannir les pratiques de clientélisme et de l'amateurisme. Aujourd'hui, 35 ans après, on est toujours là et on dit toujours « oui, le futur, c'est l'Afrique ». Mais il faut que ce futur devienne présent. Il faut qu'on passe des rêves aux actions. Et c'est pour cette raison que je suis heureux d'être ici. Fin de cette édition. Merci de rester fidèle à Eden TV.